il a déjà anticipé cette mutation de l'enseignement et de la compréhension du besoin juridique à l'ère du numérique et de l'IA. J'aime pas trop utiliser le mot paradigme qui est très galvaudé, mais aujourd'hui, la manière d'enseigner a beaucoup changé parce que le numérique a fait irruption et nous contraint à revoir le rapport avec justement ce numérique. Tout à l'heure, on a parlé de l'IA comme outil d'aide à la décision, ou est-ce que l'IA aussi intervient en tant que réalité autonome dans la perception du droit? Les premiers systèmes d'IA avec le droit, ce sont les bases de données. Donc, on n'a pas l'habitude d'apprendre avec des bases de données. On avait l'habitude au Sénégal d'apprendre pour nos humanités spirituelles et à l'école avec un forçage parfois sous la contrainte physique pour emmagasiner le maximum d'informations. On n'avait pas l'habitude d'avoir des interactions cognitives intelligentes avec une base de données, une somme de connaissances. L'IA vous offre une somme de connaissances. Avant, c'était dur de trouver des ouvrages en papier, de les acheter, ça coûtait cher, de les stocker, ça coûte cher. Je pense que je dois avoir le même problème que le professeur Sarro. C'est-à-dire, dans nos maisons, on se demande toujours où est-ce qu'on peut ranger nos ouvrages. Parce que tout est à l'étroit, on trébuche sur des livres. Aujourd'hui, le numérique et l'IA vous permettent d'avoir des bases de données virtuelles. Votre téléphone peut être votre bibliothèque, avec des centaines de milliers d'ouvrages, ce qui était inimaginable. Donc c'est déjà un rapport qui change avec l'occupation de l'espace et la perception qu'on avait de la connaissance. Il fallait avoir beaucoup d'ouvrages, il fallait aller en bibliothèque, aller en salle de lecture, que l'enseignant me voit à la bibliothèque pour dire c'est un étudiant sérieux qui travaille. On peut rester dans sa chambre et avoir accès à toute la connaissance produite par l'ensemble des juristes. Ça, c'est une première dimension, c'est le rapport spatial et matériel qu'on a avec la connaissance. Deuxième dimension, c'est le rapport cognitif. Vous êtes soit un loup solitaire, vous êtes dans votre chambre seul, vous travaillez seul, ou bien vous avez tendance à travailler en petits groupes, vous développez une certaine intelligence collective. Parce que nous avons une asymétrie de niveau dans les classes, certains comprennent vite, d'autres comprennent moins vite, mais mieux que ceux qui comprennent vite, etc. On n'avait pas l'habitude de cumuler cette intelligence collective. L'IA vous offre cette intelligence collective en permettant à des générations et à plusieurs personnes qui sont dans des endroits différents de pouvoir travailler ensemble. Donc on développe l'intelligence collective. Troisième chose, c'est la segmentation et l'automatisation du savoir. Donc ce qui change dans l'apprentissage, je donne l'exemple d'un avocat. Avant, il fallait se fatiguer pour écrire des conclusions. Donc vous avez un client, vous voulez adresser une demande à un juge, vous écrivez une requête. La partie adverse répond, vous devez écrire des conclusions en réplique. Aujourd'hui, l'IA a automatisé ces éléments. Pour la requête, pour les conclusions, vous donnez peu d'informations à l'IA et l'IA vous sort tout votre argumentaire avec les références, les textes, la jurisprudence et toutes les références. Mais attention, des avocats new-yorkais et occidentaux ont été condamnés par les juges, ayant trop fait confiance à l'IA. L'IA a écrit en inventant des décisions qui n'existent pas. Ces avocats n'ont pas pris la précaution de vérifier ces décisions. Et les juges les ont censurées. Donc je reviens à ce problème éthique qui se rattache à la déontologie professionnelle. Il faut faire attention aux résultats de sortie avec l'IA quand on est un juriste. Parce que les juristes sont caractérisés par l'aléa judiciaire. Vous n'avez pas la vérité absolue. Un mathématicien peut résoudre une équation. Cette équation vaut partout dans le monde et s'impose à tout le monde. Chez les juristes, cela ne fonctionne pas comme ça. Vous donnez un conseil, vous donnez un avis, l'avis est à l'épreuve de l'aléa judiciaire. Le juge peut prendre le contre-pied du meilleur avocat. Vous aurez beau dire que le juge s'est trompé, il n'est pas compétent, il n'a pas compris le litige, mais sa solution va s'imposer à vous. Ça, c'est un élément à prendre en compte dans le rapport d'apprentissage. Donc, cette communication entre une intelligence artificielle et une intelligence humaine dans l'apprentissage est très importante. Et pour l'enseignant, pourquoi ne pas faire avec? On ne peut pas empêcher aux étudiants d'utiliser ChatGPT. Ils le font en classe. Vous leur posez une question, ils tapent rapidement et
lèvent la main pour participer. Donc pourquoi ne pas les mettre à l'aise? Faites la recherche et donnez-moi la réponse et vous leur démontrez la fausseté de la réponse en les amenant à construire un esprit critique à partir d'une perception assez utile avec l'intelligence artificielle. Nous tous, nous le faisons. Vous dites, par exemple, quelles sont les pièces à fournir pour déclarer un enfant? Demandez-le à ChatGPT. Quelles sont les pièces à fournir pour déclarer un enfant au Sénégal? ChatGPT va faire la recherche dans sa base de données. S'il ne voit pas la réponse, il va vous donner une mauvaise réponse. Vous dites à l'étudiant, c'est bien d'avoir cherché avec ChatGPT, mais vous voyez la limite. Pour ce faire, et vous donner la bonne réponse, en lui apprenant à pouvoir, à partir de la première réponse donnée par l'intelligence artificielle, construire maintenant une vraie réponse de juriste, éthique et sincère. Voilà un peu certains éléments, parmi tant d'autres, le professeur Savo qui est meilleur que moi dans ce domaine parce qu'il fait de l'ingénierie pédagogique quotidiennement, pourra apporter une réponse plus précise. Moi, je suis beaucoup plus dans l'opérationnalisation actuellement. Merci Mamoudou. Est-ce qu'on a le temps de passer une toute dernière question ou tu vas partir? Oui. Merci. Une toute dernière question, c'est une question un peu forte aussi comme toujours. Est-ce qu'aujourd'hui on peut plaider, si on se remet dans le cadre du tribunal, est-ce qu'on peut plaider avec un agent conversationnel comme ChatGPT? Pour l'avocat que tu es par ailleurs. En fait, les juridictions ne l'acceptent pas pour l'instant, mais je pense qu'à l'avenir, cela pourra être envisageable. Parce que vous avez parlé tantôt de justice prédictive. Donc, si le juge accepte de se faire remplacer par un algorithme, l'avocat devrait aussi prétendre à être suppléé par un algorithme. Réciprocité des formes. Donc, si vous mettez un algorithme qui va rendre une décision de justice sur la base de faits qui lui ont été donnés, l'avocat pourra dire, écoutez votre honneur, j'ai un empêchement de dernière minute, mais mon assistant développera les arguments à ma place. Et l'assistant conversationnel qui a aidé l'avocat à préparer ses conclusions est tout à fait capable de restituer la logique de la conclusion. Maintenant, la question qui se posera, c'est l'échange entre les deux agents conversationnels. Est-ce qu'on sera capable d'avoir un échange de même qualité que des avocats, personnes humaines, qui sont là avec ce qu'avait rappelé tout à l'heure le professeur, qui est très important, c'est-à-dire l'empathie humaine. Est-ce que les algorithmes seront capables d'avoir de l'empathie au moment de plaider? Je vous renvoie toujours à la limite qui est consubstantielle aux mathématiciens, qui ont toujours l'ambition de programmer, de réduire le droit à un algorithme. Ce sont les choix éthiques qui se posent en termes de responsabilité. Vous dites à un véhicule autonome, vous êtes devant un choix parce qu'un enfant traverse. Je ne peux plus l'éviter. Est-ce que je percute l'enfant pour sauver le passager ou est-ce que je sauve le passager pour percuter l'enfant? Demandez aux mathématiciens de modéliser ce problème éthique. Ça va être très problématique. Les juristes peuvent conceptualiser. Et vous voyez qu'il y a une autre dimension qui ne peut pas être modélisée, c'est la dimension culturelle. Dans nos pays de tradition romano-germanique, on privilégiera l'enfant pour que le passager puisse subir les conséquences corporelles de l'accident. Vous allez dans les pays asiatiques, on privilégie l'ancien, mais pas l'enfant. Donc le véhicule dans les pays asiatiques aura tendance à percuter l'enfant pour préserver la vie de l'ancien. Donc il y a aussi cette dimension culturelle qui se superpose à la dimension purement cognitive. Et ça montre les attentes qu'on peut avoir sur l'IA, mais aussi les limites que le droit impose à l'IA. Pourquoi? Parce que le droit aussi est une force créatrice, au même titre que l'intelligence artificielle. Et deux forces créatrices qui entrent en confrontation, il faut bien trouver des terrains d'entente, mais l'une ne saurait pas prévaloir sur l'autre d'office.